Première expérience est un essai de traction. On applique une force F aux deux extrémités d'un barreau de caoutchouc, puis on le coupe. On s'aperçoit que les deux extrémités se déplacent l'une par rapport à l'autre. Cela signifie qu'il existait une action mécanique au niveau de la surface de coupure qui garantit la cohésion et l'équilibre de notre barreau. Cette répartition surfacique de force est notée T de M petit n, où M est le point de la surface, petit n la normale à la surface. Dans notre cas, elle est uniforme, elle est égale à F sur S multiplié par le vecteur n. La deuxième expérience est un essai de torsion. On applique un couple aux deux extrémités. Là, encore une fois, après coupure, on observe un mouvement relatif des deux parties. Cela signifie qu'il existe également une action mécanique qui permettait de garder le système en équilibre. Dans ce cas-là, cette action mécanique n'est pas normale à la surface, elle est dans le plan de la surface. Le vecteur contrainte est égal à alpha r Eθ, où alpha est une constante, r la distance au centre du cercle, et Eθ le vecteur orthoradial en coordonnées polaires. On s'aperçoit ici que le vecteur contrainte change avec le point M. En effet, lorsqu'on s'éloigne du centre, l'intensité de T augmente, mais aussi son orientation change lorsqu'on fait varier de θ. Pour déterminer l'état de contrainte en un point M d'une structure, par exemple ici dans le cas d'une aube de turbine, il est nécessaire d'utiliser trois plans de coupe perpendiculaires 2 à 2. Commençons par couper par le plan perpendiculaire à E1. Nous obtenons le vecteur contrainte T de M de E1. Nous le décomposons dans la base E1, E2, E3 et nous plaçons les composantes dans la première colonne de la matrice sigma. Puis nous coupons par rapport au plan perpendiculaire à E2. Nous plaçons les composants du vecteur T de M de E2 dans la deuxième colonne de notre matrice. Nous réitérons l'opération en coupant par le plan perpendiculaire à E3. Le tableau sigma obtenu est la représentation matricielle du tenseur des contraintes dans la base E1, E2, E3. Il permet de calculer le vecteur contrainte au point M, quel que soit le plan de coupe. Grâce à la formule suivante, T au point M de petit n est égal à sigma au point M multiplié par petit n. Nous allons traiter les cas particuliers que l'on doit connaître. Le cas le plus simple est celui de la traction. Dans ce cas, le tenseur des contraintes n'a qu'une seule composante non nulle, sigma. Dans le cas de la traction, sigma est positif, mais dans le cas de la compression, sigma est négatif. Le deuxième état de contrainte à connaître est le cas de la traction biaxiale. Cette fois-ci, nous avons deux composantes non nulles. Elles se rencontrent essentiellement dans le cas des réservoirs sous pression. Le troisième état de contrainte est le cas de la pression hydrostatique, qui correspond à un solide immergé dans un liquide. Dans ce cas-là, le tenseur des contraintes est un tenseur diagonal où P est la pression dans le liquide. Le dernier état de contrainte correspond au cas où l'on applique un couple sur un tube. Nous avons un état de contrainte de scission pure. On parle également de contrainte de cisaillement. Nous avons vu dans cette vidéo que les actions mécaniques de cohésion sont modélisées grâce au vecteur contrainte. Le tenseur des contraintes dépend du point M où l'on se place dans la structure. De plus, il est symétrique, c'est-à-dire que les termes hors diagonaux sont égaux 2 à 2. De plus, l'unité des composantes de ce tenseur est le mégapascal en sciences de l'ingénieur, c'est-à-dire des newtons par millimètre carré.